Je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous souhaiter la bienvenue au rendez-vous du gouvernement, une tribune d'information et d'échange sur les politiques et actions de développement du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, nous apprécions à sa juste valeur votre présence à ces rendez-vous du gouvernement pour échanger sur les enjeux, défis et perspectives de l'état civil en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, qui dans cette salle n'est pas concerné par la question de l'état civil? Nous le sommes tous, sans exception. Ne serait-ce que parce qu'il nous a fallu avoir ce bout de papier pour aller à l'école. En outre, nous en avons besoin tous les jours pour établir bien d'autres documents administratifs. Bref, pour exister. D'où l'enjeu de la question avec ses implications socio-économiques et même politiques. Il y a un an, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire adoptait une nouvelle loi sur l'état civil, un nouveau cadre juridique qui pose les jalons d'une modernisation de notre état civil afin d'en corriger les dysfonctionnements. C'est donc dire l'engagement robuste du gouvernement sur la question. Monsieur le ministre, c'est donc une chance pour nous, pour les médias, de vous avoir pour parler des résultats obtenus et dire aux Ivoiriens là où vous entendez les mener dans 10, 15 ou 30 ans en matière d'état civil. Je vous laisse face aux journalistes. Mesdames et messieurs, c'est un agréable devoir pour moi de me retrouver avec vous et l'ensemble de la communauté de la presse en réponse à votre invitation pour venir évoquer un thème qui nous est cher à tous, c'est-à-dire l'état civil. Nous parlerons précisément ce jour des enjeux, des défis, aussi et surtout des actions du gouvernement pour répondre aux différents défis qui se présentent à nous aujourd'hui dans le cadre de notre désir d'amélioration de l'enregistrement de tous les faits d'état civil en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, l'état civil est l'enregistrement continu, permanent, obligatoire, universel et confidentiel des faits d'état civil, notamment les naissances, les mariages et les décès. Il est continu en ce qui cela s'explique par le fait que tous les nouveaux faits sont enregistrés de façon régulière et au fur et à mesure que surviennent les événements. Permanent parce que les enregistrements sont conservés pour des utilisateurs à la fois actuels et futurs, sans interruption. Obligatoire parce que l'enregistrement est obligatoire selon la loi sur l'état civil, toute personne ayant droit à une identité. Universel, l'enregistrement doit couvrir l'ensemble du pays ou du territoire. D'ailleurs, à ce jour, cette notion s'étend à la planète tout entière. Confidentiel, parce que ceux qui fournissent des informations doivent avoir l'assurance qu'ils ne seront utilisés qu'aux fins prévues par la loi sous une forme globale, de sorte que les individus ne soient pas identifiables. S'agissant des enjeux de l'état civil en Côte d'Ivoire, nous évoquerons un certain nombre d'enjeux majeurs, 4 principalement. Il s'agit des enjeux au plan juridique, au plan économique et social, au plan politique et au plan sécuritaire. Au plan juridique, l'état civil donne une existence légale
à tout individu et ce qui lui confère des droits. L'étape civile est aussi la matière première de l'identification, car il permet d'établir la situation matrimoniale, la filiation, le statut de vivant ou de personne décédée. Au plan économique et social, l'état civil est la mémoire d'un pays, car l'état civil retrace l'ensemble des événements marquant la vie de chaque individu. Cette mémoire est nécessaire à une bonne administration, car elle permet à l'État de connaître à tout instant l'état réel de l'ensemble de sa population. Le gouvernement peut ainsi mieux estimer les besoins et planifier sa politique de développement, notamment des mesures de santé publique, d'éducation, de déploiement des infrastructures de base et de déploiement des infrastructures de développement économique. Au plan politique, l'état civil conditionne l'existence d'une nation et garantit l'exercice des droits politiques, en ce sens qu'il favorise la pratique de la démocratie. Il permet notamment la détermination fiable des populations en âge de voter et le retrait de la liste électorale des personnes décédées. Au plan sécuritaire, l'ensemble des données de l'état civil recueillies fixe l'identité des individus et par voie de conséquence facilite leur traçabilité, toute chose qui permet à l'État d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la sûreté nationale. S'agissant des défis de l'état civil en Côte d'Ivoire, malgré tous ces enjeux que nous venons d'évoquer et qui sont déterminants non seulement pour l'individu mais aussi pour la nation entière, l'état civil en Côte d'Ivoire a longtemps souffert et continue encore de souffrir de diverses insuffisances, notamment le faible taux de déclaration des faits d'état civil, l'insuffisance du cadre juridique, l'insuffisance des infrastructures et des ressources humaines en nombre et en qualité, l'insuffisance de matériel, la non-appropriation de l'état civil par les populations. Et tout cela, malheureusement, a une répercussion sur l'état civil en Côte d'Ivoire, une répercussion négative. Il s'agit notamment du faible taux d'enregistrement des faits d'état civil, autant des naissances que des décès. Nous remarquerons que le diagnostic fait par l'État de Côte d'Ivoire a révélé un taux de déclaration des faits d'état civil qui tourne autour de 36% en ce qui concerne les naissances et de 18% en ce qui concerne les décès. Il est également établi qu'environ 45% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à la naissance. Le gouvernement ivoirien, après avoir pris la pleine mesure de tous ces défis, a posé des actes en vue d'y faire face. Et ces actions du gouvernement se situent à divers niveaux. En premier lieu, il s'agit des réformes juridiques et institutionnelles. Dans ce sens, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une stratégie nationale de l'état civil et de l'identification afin de mettre en place un système d'état civil fonctionnel, fiable et sécurisé. Cette réforme du cadre juridique a été faite par l'adoption également de la promulgation, dans le cadre de la réforme juridique justement, il a été également procédé à l'adoption et à la promulgation de la loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, ainsi que la promulgation de la loi numéro 2018-863
du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement de l'identité et de transcription d'actes de naissance. La réforme institutionnelle majeure enregistrée a été également la création de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, en remplacement de l'Office national d'identification. Il s'est agi de remplacer un EPIC par une agence d'exécution plus fonctionnelle et beaucoup plus apte à contracter qu'un EPIC. Aux réformes juridiques et institutionnelles, nous ajouterons également, au titre des actions du gouvernement, l'adoption d'un nouveau mécanisme d'enregistrement des faits d'état civil. En effet, par cette loi, le gouvernement instaure un procédé qui, désormais, amène l'État, plutôt qu'à attendre que les naissances, les décès lui soient portés à connaissance, d'aller plutôt vers les populations pour pouvoir procéder à l'enregistrement des faits d'état civil. Je pourrais dire que cette loi est une véritable révolution par rapport à ce qui se fait actuellement, qui part du fait que l'une des causes majeures du déficit de déclaration des faits d'état civil est la difficulté pour les populations d'accéder au site d'enregistrement. Pour preuve, la distance moyenne pour atteindre un centre d'état civil, même un centre secondaire d'état civil, est de 7,5 km. Ainsi, le nouveau paradigme mis en œuvre se caractérise par un système plus dynamique que statique pour être plus proche des populations, avec la création d'un certain nombre d'entités, notamment des bureaux d'état civil dans les zones rurales, notamment les villages, en remplacement des centres secondaires d'état civil, des postes de collecte communautaires également dans les villages, des postes de collecte sanitaires dans les centres de santé. Et sans oublier la possibilité qui est donnée désormais de par la loi au préfet dans son département de nommer des officiers d'état civil selon les besoins d'enregistrement des faits d'état civil d'une circonscription. Le système est donc très dynamique. Des résultats probants en matière d'enregistrement des naissances, des décès ont été obtenus lors de projets pilotes menés dans les régions du Boclé, du Go, du Lodjibois, de la Nawa, du Poro et de San Pedro. Dans ces zones, les naissances et les décès ont été, en termes d'enregistrement, doublés pendant la période de l'enregistrement de l'opération pilote. Le troisième élément concernant les actions du gouvernement concerne le renforcement des capacités des acteurs et l'amélioration de la demande, notamment la demande de déclaration. À ce jour, un diagnostic des services d'état civil est disponible. C'est un précieux outil de programmation des investissements. Cette étude sera complétée par une cartographie des centres très bientôt. Au titre de la formation, plus de 1000 officiers et agents d'état civil ont été formés sur l'ensemble du territoire entre la période 2017 et 2018. Ces actions de formation ont contribué non seulement à amplifier l'élaboration de nouveaux documents didactiques, mais aussi ont permis, après leur formation, de booster de façon considérable l'enregistrement des naissances et des décès dans nos circonscriptions. Je pourrais dire qu'après les différentes opérations pilotes, après les formations déjà initiées, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au niveau des naissances, en moyenne à 70% de taux d'enregistrement. Au titre de l'amélioration de la demande,
Une stratégie de communication sur l'enregistrement des naissances et des décès a déjà été élaborée, qui va être également mise en œuvre très bientôt. Au regard de ces différentes actions du gouvernement et des ambitions du gouvernement à travers la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification, quelles sont nos perspectives? Les perspectives de l'état civil en Côte d'Ivoire sont inscrites dans le projet Registre national des personnes physiques ou RNPP. Il s'agit de l'un des principaux projets de la gouvernance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est pour nous la solution aux différents problèmes de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire à moyen et à long terme. À moyen terme, le Registre national des personnes physiques permettra de créer un système d'état civil moderne et sécurisé, de mettre en place un mécanisme de collecte des données relatives au décès qui, désormais, et conformément aux recommandations du système des Nations Unies, prendront en compte dans un avenir proche la question des causes de décès, de faciliter les procédures de déclaration des faits d'état civil, de constituer un fichier central de données biographiques et biométriques de tous les individus, de garantir à chaque Ivoirien, à chaque citoyen ou étranger de passage en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification, de produire et de délivrer en tout lieu des titres sécurisés, de lutter contre la fraude sur l'état civil. Dans également ce projet, il est prévu de construire, réhabiliter et mettre aux normes internationales les différents services d'état civil conformément aux résolutions de la 5e conférence des ministres africains en charge de l'état civil. De pourvoir également les centres d'état civil en ressources humaines de qualité et en nombre suffisant. Bien sûr, tout cela s'accompagnera d'une campagne de communication hardie qui permettra une appropriation de l'enregistrement des faits civils par les populations. À long terme, le registre national permettra de faciliter les échanges intra-administration et entre les administrations et les acteurs économiques, d'améliorer l'efficacité des services publics, non seulement d'état civil, mais aussi de tous les services publics, consommateurs ou producteurs de faits d'état civil, qu'ils soient publics ou privés. De mettre en place des outils statistiques performants permettant la prise de décision et la mise en œuvre de stratégies nationales et pertinentes de développement. D'interconnecter le niveau central qui sera logé à l'ONESI et les services d'état civil de manière à avoir une interopérabilité avec tous les autres services utilisateurs de faits d'état civil. Mesdames et messieurs, pour finir, je vous prierai de retenir que l'état civil ivoirien, après avoir souffert pendant des décennies de plusieurs maux qui l'ont parfois discrédité auprès de l'opinion nationale, est aujourd'hui en pleine mutation grâce à l'action du gouvernement qui a fait de l'identification et de l'état civil une priorité nationale. Ainsi, avec le registre national des personnes physiques, les perspectives pour notre état civil sont bonnes, je peux vous l'assurer. Je dirais même excellentes au regard des solutions novatrices et durables qu'il contient. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais, rassurante pour la population ivoirienne, que je voudrais mettre fin à mon exposé. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Ma question est relative à la fraude sur l'état civil. Je voulais justement savoir comment se manifeste notamment cette fraude et quels sont les moyens à ce jour mis en œuvre par l'État
pour les contrarier. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la fraude sur la nationalité ivoirienne? Et ma deuxième question, la confection tardive des CNI. Pourquoi ça traîne, monsieur le ministre? J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir le niveau d'implication du corps préfectoral dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2020, dans le cadre de la nouvelle loi. Deuxième préoccupation, quelles sont les motivations du gouvernement de passer de l'ONI à l'ONESI? Quelles sont les attributions de cette nouvelle institution? Les manifestations de la fraude sur l'état civil, je pense, portent sur un certain nombre d'éléments que nous vivons tous ensemble. Il s'agit d'abord de la multiplicité, n'est-ce pas, quelquefois des naissances. Je pense que certains ont ironisé avec cela en disant les personnes renées, c'est-à-dire la volonté de réduire peut-être son âge pour pouvoir avoir accès à certains services. Et donc, quand bien même qu'on ait déjà un extrait d'acte de naissance, on repart à l'état civil pour pouvoir se donner l'opportunité soit de pouvoir s'inscrire à l'école, soit de présenter un concours pour lequel il y a exigé une limite d'âge pour reprendre son extrait d'acte de naissance, bien sûr, avec beaucoup de complicité. Parmi également les cas de fraude relevés, vous avez des personnes qui, quelquefois, empruntent les extraits d'acte de naissance d'un parent, d'un frère, qui se crée un nouvel état civil. Quelquefois même, ce sont des personnes décédées dont on prend l'extrait pour pouvoir, n'est-ce pas, se donner droit à un certain nombre de services, n'est-ce pas, publics ou d'autres types d'avantages. Il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de fraude selon la volonté des intéressés de pouvoir contourner les règles de l'administration. Et cela, il faut le dire, est favorisé par la mauvaise conservation de nos registres et aussi la complicité des agents d'état civil, dans certains cas de figure, qui amènent les personnes concernées à pouvoir se refaire de façon continuelle de nouveaux extraits d'acte de naissance qui en réalité sont faux. Et on peut avoir des actes illégaux, mais pas forcément parce que les intéressés ont voulu aller à la fraude et à la mauvaise conservation des extraits d'actes de naissance qui sont établis dans nos villages. Vous avez des parents qui n'ont pas les moyens de scanner un document. Au bout d'un certain temps, l'acte de naissance de l'enfant, de par la mauvaise conservation, il suffit d'une intempérie dans un village, un document qui est conservé sous une natte est vite détruit. Et à un moment donné, au moment où l'enfant doit aller à l'école, on n'a aucune trace. On va donc se tourner vers le tribunal pour avoir un jugement supplétif alors que l'enfant a déjà été enregistré. Cet enfant va se retrouver avec 2 enregistrements dans les registres d'état civil pour des questions tout à fait pratiques. On peut, à un moment donné, frauder aussi sur ce qui concerne les décès, de manière à ce que, quand bien même quelqu'un soit décédé, continuer à utiliser, n'est-ce pas, ces documents de vie, parce que n'ayant pas été déclaré, on n'a aucune trace de son décès, on continue donc à utiliser ces documents pour poser des actes de la vie civile. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien peut, à un moment donné, au lieu de passer par la procédure normale d'acquisition de la nationalité, plutôt aller s'accorder avec, à partir du moment où la loi dit que lorsque vous êtes né d'un parent ivoirien, vous êtes ivoirien, aller donc s'accorder avec une femme ou un homme pour pouvoir obtenir ce document de cette personne, aller se refaire un document, n'est-ce pas, d'état civil pour accéder de façon plus directe à la nationalité ivoirienne. Les cas sont vraiment nombreux, ils sont divers. L'évaluation de l'ampleur de la fraude, c'est difficile à évaluer. Nous savons qu'il y a une
une quantité importante d'actes qui, aujourd'hui, sont illégaux. Ayant pris la mesure, justement, de cette situation, que l'État a décidé d'adopter une loi spéciale pour pouvoir permettre à toutes ces personnes qui sont dans cette situation de régulariser une bonne fois pour toutes leur situation. Bien sûr, cette loi s'accompagne également d'une amnistie qui donc permet, dans la période indiquée, de ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires, puisque la fraude sur l'état civil également fait l'objet de condamnation par la justice. La question de l'engagement tardif du processus de délivrance des cartes nationales d'identité, je dirais que ce n'est pas tardif, parce que la délivrance des cartes nationales d'identité qui va démarrer bientôt a fait l'objet de longues études, d'abord d'un diagnostic, d'études, de manière à ce qu'on ne vienne pas simplement renouveler les anciennes cartes d'identité, mais qu'on puisse apporter des améliorations sensibles, très importantes, aux cartes qui vont être désormais confectionnées, de manière à ce que nous puissions avoir les cartes les plus sécurisées, les plus fiables possibles, les plus durables aussi possibles, les plus modernes aussi possibles. Et ce processus a démarré depuis 2016, c'est-à-dire juste au lendemain des dernières élections présidentielles. Ce n'est donc pas maintenant que le processus a démarré. Nous avons traversé toutes les étapes, parce qu'avant aussi de procéder à la confection de ces cartes d'identité qui sont directement liées à l'état civil dans son ensemble, il a fallu mettre en place un cadre juridique, un cadre institutionnel adapté. Aujourd'hui, à partir de l'état civil, on remonte de façon directe à l'identification, non seulement à la délivrance des cartes nationales d'identité, mais à la délivrance de tous les autres titres sécurisés, comme cela se fait dans les États modernes. Faire en sorte que désormais, l'ensemble des faits d'état civil, de la délivrance des cartes d'identité, demain des passeports, des permis de conduire, et j'en passe, des cartes d'électeurs, etc., que tout cela soit numérisé d'un bout à l'autre, que leur délivrance soit facilitée. Ce système sera centralisé et, en tout cas, va nous permettre de sortir une bonne fois pour toutes de la précarité, non seulement de l'état civil, de notre état civil, mais aussi sécuriser au mieux tous nos titres d'identité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un processus qui a commencé depuis déjà plusieurs années, qui est maintenant à son aboutissement. C'est vrai, on peut évoquer la question du rapprochement avec les élections, mais c'est un processus. La stratégie nationale de l'état civil de l'identification, par exemple, c'est un projet qui s'étend sur 10 ans et pas de 2017 à 2027. L'établissement des cartes nationales d'identité s'étend également sur 2 ans. Nous partons de 2019, mais cela va se poursuivre jusqu'en 2021. Ce sont des choses qui ne tiennent pas forcément compte de l'année électorale, parce que la vie d'une nation aussi, ce n'est pas que des élections, elle est continue. Donc, tous les projets qui sont faits, les projets ne peuvent pas être forcément calés sur les périodes électorales. Ce sont des projets, certes à court terme, mais aussi des projets à moyen terme, voire même à long terme. Donc, il n'y a aucune intention autre que de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un système d'identification fiable et modernisé. Le passage de l'ONI à l'ONESI. L'ONI est un EPIC qui est soumis à toutes les règles de fonctionnement des structures administratives. Aujourd'hui, dans le monde entier, les questions de délivrance des titres sécurisés sont confiées à des organismes qui dépendent de l'État, certes, qui sont sous le contrôle de l'État, mais qui jouissent d'une grande autonomie de fonctionnement.
donc, en mettant en place donc, une agence d'exécution à la place de l'ONI, cela permet désormais à cet outil de délivrance d'avoir un fonctionnement plus flexible. Donc, c'est cette fonctionnalité qui a été gagnée en passant de l'ONI à l'ONESI, donc d'un EPIC à une agence d'exécution. Un débat qui a eu cours il y a quelques mois sur le coût de la CNI. Vous, qui êtes le ministre en charge de ces questions, qu'est-ce que vous en dites? Quel est le coût exact que vous avez pour cette carte? Une question des internautes. Est-ce qu'il y a un coût homologué pour chacun des types d'actes d'état civil? Le coût de la carte nationale d'identité, ce droit est fixé par le Code général des impôts depuis 2014 à 5 000 francs. Et ce code, d'ailleurs, disons, les éléments de ce code sont contenus dans les différentes lois de finances. Vous savez que les lois de finances, de façon annuelle, passent devant l'Assemblée nationale, font donc l'objet de vote à l'Assemblée nationale. Et ce coût a toujours été donc régulièrement reconduit depuis 2014, le coût de 5 000 francs. Mais nous pourrons dire que, s'agissant de la question de la gratuité dont beaucoup parlent, en réalité, la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire n'a jamais été gratuite. Depuis la première loi sur l'identification, en 1962 déjà, il y avait déjà ce droit de timbre qui était fixé à 500 francs en 1962. Et ces montants à payer qui ont varié dans le temps ne se sont jamais arrêtés. Toutes les lois successives sur l'identification ont reconduit chaque fois des droits de timbre pour les cartes nationales d'identité. Cette redevance qui est payée a toujours été aussi une redevance forfaitaire, parce que la confection de la carte d'identité n'est pas en conformité avec ce coût. L'État fixe ce droit de timbre, cette redevance, pour simplement faciliter le financement de toutes les opérations qui entourent l'établissement d'une carte nationale d'identité, des titres sécurisés, qui nécessitent d'abord la mise en œuvre de plusieurs intrants, qui nécessitent l'intervention de plusieurs administrations, qui nécessitent également la mise en œuvre de plusieurs actions, autant pour l'enrôlement, la confection que la distribution de ces différents actes. La question de la gratuité est intervenue en Côte d'Ivoire après les accords de Ouagadougou en 2007 dans le cadre de la sortie des crises, où une loi a été prise pour instituer la gratuité, mais en réalité, ça a été gratuit peut-être pour les populations dans le cadre de la sortie des crises, mais il y a eu un financement extérieur de ces pièces d'identité qui ont été délivrées entre 2008 et 2009. Et le texte a précisé que la gratuité s'arrête après les élections de sortie de crise. C'est ainsi qu'après la sortie des crises en 2011, la confection, d'ailleurs, n'a pas immédiatement repris. Nous n'avons pas démarré immédiatement la production des cartes nationales d'identité. Il a fallu attendre 2014 pour qu'un texte puisse ordonner la reprise de la production des cartes nationales d'identité avec, bien sûr, comme cela s'est fait depuis 1962, à l'appui, un montant de redevance à payer pour l'acquisition de cette carte d'identité. Donc, le coût, je peux vous le dire, à ce jour, tel que mentionné dans la dernière loi des finances, également prévu par le Code des impôts, est de 5 000 francs pour les cartes nationales d'identité. Et tous ceux qui se font enrôler depuis 2014 payent de façon régulière ce montant. Il n'y a pas eu de discontinuité. Quand bien même cette nouvelle carte qui va voir le jour très bientôt, va coûter beaucoup plus cher à l'État. Parce que la carte qui va être bientôt confectionnée est une carte hautement sécurisée. La matière pour sa fabrication, les différents logiciels utilisés pour sa fabrication, les fonctions que cette carte va pouvoir remplir
qui sont multiples fait que cette carte coûtera beaucoup plus cher, mais l'État a décidé de maintenir le prix, n'est-ce pas, cette redevance à 5 000 francs pour la carte nationale d'identité, la nouvelle carte nationale d'identité. Le processus d'enrôlement, de confection, c'est quelque chose qui devrait démarrer à partir du début janvier 2020. Déjà en début janvier, nous devons pouvoir avoir la production de masse des cartes d'identité. Nous entendons produire les toutes premières cartes un mois avant pour pouvoir tester le système, et à début janvier, la production de masse pourra donc commencer. À partir de juillet 2020, nous commencerons déjà à faire en sorte que les extraits d'acte de naissance puissent être délivrés partout, autant sur le territoire national, même qu'à l'extérieur, puisqu'il est prévu l'ouverture des centres aussi dans toutes les représentations diplomatiques à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, cela est la même pour les décès, puisque dans les hôpitaux également, les décès vont pouvoir être enregistrés, autant dans les centres d'état civil que dans les différentes formations sanitaires. L'apatridie en Côte d'Ivoire, dans ce sens, je vous dirais que le registre national des personnes physiques nous apporte une solution. Parce que ce registre va permettre déjà de prendre tout le monde. Et ceux qui sont dans cette situation, évidemment, au moment où on vous inscrit dans le registre, n'est-ce pas, ça permet d'avoir votre état. Et ça vous range, n'est-ce pas, dans un compartiment qui est plus facile à traiter plus tard. D'autant plus qu'on ne prend pas cette fois-ci que vos noms, prénoms que vous déclarez, etc., mais on prend aussi votre biométrie qui ne peut plus jamais changer. Donc, voilà, donc le registre national nous apporte réellement une solution à tous ces cas de figure. Les actes d'état civil, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des actes qui sont payants. Ce sont des droits de timbre qui sont fixés. C'est pour cela qu'il est fait référence, pour tout ce qui concerne ces actes, au Code des impôts, au Code général des impôts, à la loi des finances. Et ce sont des montants qui sont préalablement fixés et qui sont également connus. Mais il arrive que ce qui est quelquefois appelé coût des actes d'état civil, souvent, ce sont les frais annexes. J'ai besoin d'un extrait d'acte de naissance, je dois me déplacer pour aller à Bokanda, que je connais bien. Donc, je dois payer donc le transport pour m'y rendre, pour un extrait d'acte de naissance ou 2 copies d'extrait d'acte de naissance qui ne me coûtent que 500 francs de timbre. Mais il faut que je paye le transport pour y aller. Regardez l'importance de cette pièce. Quand je l'ai et que j'arrive, si c'est pour la carte nationale d'identité, il faut que j'aille me faire établir un certificat de nationalité avec les pièces de mes parents. Et tout cela vient grever justement le coût de l'obtention des actes. Sinon, les actes eux-mêmes, on en connaît les coûts. Vous avez besoin d'un extrait de naissance, vous ne payez que 500 francs de timbre, que ce soit en commune ou en sous-préfecture. En ce moment, nous sommes en train de finaliser le processus de l'enrôlement électronique. À partir de votre tablette, vous sollicitez une carte nationale d'identité. À partir du moment où vous figurez déjà dans la base. Pour ceux qui ont déjà les cartes dont il s'agit juste de renouveler, qui ont déjà leur biométrie et toutes les informations, vous n'avez qu'à solliciter. Mais vous y joindrez en termes, n'est-ce pas, après les avoir scannés, vous prendrez une photo conformément aux dimensions qui vous seront données, aux spécifications qui vous seront données. Vous y adjoindrez les éléments qui pourraient apporter la preuve des changements intervenus dans votre état civil. Si vous étiez célibataire et que vous êtes désormais marié, vous mettrez donc un acte de mariage. Pour une femme qui changerait de nom, elle y joindrait également son acte de mariage pour justifier du changement de nom qui va intervenir. Et si vous avez changé de profession,
Évidemment, en ce qui concerne la photo, 10 ans après, vous aurez changé, donc vous prendrez forcément la photo, la nouvelle photo. Vous scannez ces documents, vous les transmettez avec le code d'accès que vous-même vous aurez, qui aura été généré pour vous sur votre mobile, et vous aurez votre récépissé qui sera également généré, que vous pourrez faire tirer si vous le souhaitez ou le garder sur votre mobile, qui vous indiquera à quelle date et où. Vous indiquerez où vous souhaitez pouvoir retirer votre pièce. Ce sera dans votre centre d'enrôlement que vous choisirez. Et là-bas, à la date indiquée, vous pourrez avoir accès à votre acte. Vous avez parlé tout à l'heure du renouvellement des pièces d'identité. Et il se trouve qu'il y a des concitoyens qui ont fait la demande de l'ancienne carte ou des duplicata. Et depuis longtemps, ils n'ont pas encore eu les pièces. Est-ce que pour le renouvellement des pièces, ces personnes vont débourser des frais encore? Une question technique, on cherche souvent les chiffres par religion et par ethnie du pays et on ne les trouve pas. Est-ce qu'elles sont visibles ou est-ce que vous l'avez dans l'état civil? Et une question sur les élections, il y a une différence entre la population et les listes électorales. Est-ce qu'on va arriver à une adéquation entre ces deux listes? Non, pour ce qui concerne ceux qui ont sollicité déjà des cartes nationales d'identité, que ce soit pour le renouvellement ou pour l'établissement d'une nouvelle carte, vous ne pouvez pas payer 2 fois la même pièce, ce n'est pas possible. Vous avez déjà payé soit pour le renouvellement de votre carte qui serait venue à expiration, mais je crois que les cartes ont été prolongées, soit pour une nouvelle carte d'identité. Le moment venu, vous aurez la nouvelle carte d'identité. C'est vrai que nous mettrons l'accent sur le renouvellement des pièces venues à expiration, mais là aussi, dans le processus qui va être fait, vous aurez au même guichet le renouvellement, mais aussi l'établissement des nouvelles pièces. Donc, tout ce qui est déjà dans le bac pour être traité, ça va s'accélérer avec la nouvelle procédure, avec la capacité de production qui est désormais très élevée, et pour pouvoir donner satisfaction aux gens. Mais vous ne paierez pas 2 fois. Sur la question des chiffres, cela intéresse surtout le recensement général de la population et de l'habitat. Vous le savez aussi, ces données nécessitent une actualisation. Ces données existent, elles ne sont simplement pas actualisées. C'est pour cela que le gouvernement a pris la décision, à travers le ministère du Plan et du Développement, de reprendre le recensement général de la population et de l'habitat pour pouvoir fixer de façon définitive ces chiffres. En ce qui concerne la population électorale, elle va être déterminée dans les mois à venir avec le recensement, la révision de la liste électorale qui permettra également de l'établir. Mais nous disons que toutes ces données vont être consolidées avec la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, qui est un instrument qui couvre de façon exhaustive toute la population. Et certains disent, bon, est-ce que, on pourra prendre tout le monde, mais ça va s'imposer à tout le monde. Parce qu'à partir du moment où il est exigé que vous soyez inscrit dans le registre national des personnes physiques et que vous ayez un numéro national d'identification, chaque fois que vous devez poser un acte vis-à-vis d'une administration publique ou privée, on vous demandera au moins que vous donniez votre numéro national d'identification, le numéro national d'identification de votre enfant. Si on ne l'a pas, on le prendra à partir de ce moment. Donc, vous voulez ouvrir un compte bancaire, n'est-ce pas, et vous faire attribuer un numéro de téléphonie, c'est exactement la même chose. Et comme c'est gratuit, ce n'est pas payant, il n'y a aucune raison pour que chacun ne puisse pas se faire inscrire. Et cela s'accompagne de la biométrie des uns et des autres. Donc, cela permettra d'ailleurs de faire l'économie des grands recensements généraux de population à répétition. Parce que dès l'instant où on a la structure de la population à un instant T, il devient beaucoup plus facile
de faire des mises à jour et des actualisations. Celui qui a 10 ans aujourd'hui aura 11 ans demain. La liste électorale, celui qui a 17 ans aujourd'hui, dans un an, il a 18 ans, on sait qu'automatiquement, il doit être reversé sur la liste électorale. Au niveau également des différents corps de la société, ce sera beaucoup plus simple parce que les champs à renseigner permettent de se situer sur la situation sociale des uns et des autres. Donc, pour l'heure, les chiffres existent, mais ces chiffres ne sont pas actualisés. Et c'est cette actualisation qui va se faire à travers le tout prochain recensement général de la population et de l'habitat, dont les activités ont déjà été lancées. Ma question porte sur l'enregistrement des naissances à partir des centres de santé. Est-ce que cela va permettre aux femmes de faire finalement la déclaration de leur enfant lorsque l'homme traîne les pieds? Et en espèce, que dit la loi? Est-ce l'homme seul qui est habilité à faire la déclaration de naissance? On a appris que la nouvelle carte d'identité nationale sera une carte CEDEAO. Aujourd'hui, cela inquiète beaucoup nos parents. Ils se disent que vraiment les étrangers vont venir envahir encore le pays. Je voudrais que vous nous situiez un peu, parlez un peu de cette nouvelle carte qui arrive. Je vous réponds par l'affirmative, madame. Dans les centres de santé, il y aura des agents de collecte. Donc, ces agents de collecte seront habilités à prendre la déclaration de naissance. Non seulement à prendre la déclaration de naissance, mais également à déjà introduire, dès que la déclaration est faite, elle sera transmise à travers, évidemment, des terminaux au centre d'état civil, à partir duquel un numéro national d'identification sera automatiquement généré. La biométrie de la mère sera donc la biométrie de l'enfant, en attendant que l'enfant soit en âge d'avoir une biométrie fixée pour lui-même. Nous avons le choix de la mère, vous le comprenez bien, plutôt que le choix des pères. C'est plus sûr n'est-ce pas, de lier la biométrie de l'enfant à la mère qu'au père. Je pense qu'on se comprend. Il n'y aura aucune différence entre l'enregistrement à la maternité ou dans un centre de santé ou dans un centre d'état civil. Et cet enregistrement sera totalement valable et continu. La crainte de la carte nationale d'identité, c'est vrai que ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont décidé de l'instauration de cette carte nationale d'identité biométrique, multifonction, mais en réalité, les chefs d'État ont laissé la latitude à chaque État de confectionner sa propre carte nationale d'identité. Tout ce qui est exigé, c'est que les mentions soient les mentions qui vont être donc prises en compte sur cette carte, puissent obéir aux mêmes spécifications. C'est-à-dire que vous aurez la carte nationale d'identité, on aurait pu vous apporter un spécimen, mais ce n'est pas encore validé. Et la nouvelle carte, elle est déjà prête, elle est en laboratoire, elle est en train d'être parfaite de façon régulière. Et cette carte nationale d'identité aura les mêmes spécifications que les cartes qui sont établies dans l'espace CEDEAO, mais c'est une carte nationale d'identité ivoirienne. Ce n'est pas une carte nationale d'identité CEDEAO. Donc, je voudrais vous rassurer sur la question. Ce n'est pas une carte pour tous les ressortissants de la CEDEAO, c'est une carte nationale d'identité pour la Côte d'Ivoire. Je vous rassure sur la question. La Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit, dès son indépendance, a procédé à un découpage territorial qui a permis de mettre en place déjà les bases de l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages, avec un certain nombre de sous-préfectures, un certain nombre de communes, et qui ont fonctionné de façon normale. Malheureusement, notre état civil, au fil des ans, a été confronté à un certain nombre de difficultés. Depuis 2011, il a été élaboré une stratégie nationale pour mettre en place un système
qui soit le plus moderne possible. Et ce système moderne se retrouve dans l'élaboration de la loi, n'est-ce pas, qui a permis l'adoption de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification. L'état civil est donc désormais directement arrimé à l'identification. L'état civil sera désormais informatisé dans son ensemble. L'administration va désormais se rapprocher le plus possible des populations. Plutôt que d'attendre la population dans nos bureaux, l'administration sera désormais déployée non seulement dans les centres de santé, mais aussi dans les villages les plus reculés pour pouvoir capter la totalité des faits d'état civil. Et nous pensons que cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir à tout moment l'état exact de sa population, de manière à mieux planifier le développement pour ces populations. Je voudrais, au terme de ces échanges, vous dire que cette réforme engagée de notre état civil et de notre politique d'identification, dont la mise en œuvre a déjà débuté, nous ouvre une nouvelle ère. Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement met tout en œuvre pour accélérer l'effectivité de ces réformes. Je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire quant à la satisfaction de leurs attentes en matière de facilitation des conditions de délivrance des actes d'état civil ainsi que de délivrance des actes de titres sécurisés. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention et me rendre disponible pour d'autres sujets à débattre. Merci encore.